Le public du cinéma, qui n'a jamais été très bourgeois et qui n'est presque plus populaire, est désormais presque entièrement recruté dans une seule couche sociale, du reste devenue large. Celle des petits agents spécialisés dans les divers emplois de ces services dont le système productif actuel a si impérieusement besoin. Gestion, contrôle, entretien, recherche, enseignement, propagande, amusement et pseudo-critique. C'est là suffisamment dire ce qu'ils sont. Il faut compter aussi, bien sûr, dans ce public qui va encore au cinéma, la même espèce quand, plus jeune, elle n'en est qu'au stade d'un apprentissage sommaire de ses diverses tâches d'encadrement. Au réalisme et aux accomplissements de ce fameux système, on peut déjà connaître les capacités personnelles des exécutants qu'il a formés. Et en effet, ceux-ci se trompent sur tout et ne peuvent que déraisonner sur des mensonges. Ce sont des salariés pauvres qui se croient des propriétaires, des ignorants mystifiés qui se croient instruits et des morts qui croient voter. Comme le mode de production les a durement traités. De progrès en promotion, ils ont perdu le peu qu'ils avaient et gagné ce dont personne ne voulait. Ils collectionnent les misères et les humiliations de tous les systèmes d'exploitation du passé. Ils n'en ignorent que la révolte. Ils ressemblent beaucoup aux esclaves, parce qu'ils sont parqués en masse et à l'étroit dans de mauvaises bâtisses malsaines et lugubres. Mal nourris d'une alimentation polluée et sans goût, mal soignés dans leurs maladies toujours renouvelées, continuellement et mesquinement surveillés, entretenus dans l'analphabétisme modernisé et les superstitions spectaculaires qui correspondent aux intérêts de leurs maîtres. Ils sont transplantés loin de leur province ou de leur quartier, dans un paysage nouveau et hostile, suivant les convenances concentrationnaires de l'industrie présente. Ils ne sont que des chiffres dans des graphiques que dressent des imbéciles.
Ils meurent par séries sur les routes, à chaque épidémie de grippe, à chaque vague de chaleur, à chaque erreur de ceux qui falsifient leurs aliments, à chaque innovation technique profitable aux multiples entrepreneurs d'un décor dont ils essuient les plâtres. Leurs éprouvantes conditions d'existence entraînent leur dégénérescence physique, intellectuelle, mentale. On leur parle toujours comme à des enfants obéissants, à qui il suffit de dire « il faut », et ils veulent bien le croire. Mais surtout, on les traite comme des enfants stupides, devant qui bafouillent et délirent des dizaines de spécialisations paternalistes, improvisées de la veille, leur faisant admettre n'importe quoi en le leur disant n'importe comment, et aussi bien le contraire le lendemain. Séparés entre eux par la perte générale de tout langage adéquat aux faits, perte qui leur interdit le moindre dialogue, séparés par leur incessante concurrence, toujours pressés par le fouet, dans la consommation ostentatoire du néant, et donc séparés par l'envie la moins fondée et la moins capable de trouver quelque satisfaction, ils sont même séparés de leurs propres enfants, naguère encore la seule propriété de ceux qui n'ont rien. On leur enlève en bas âge le contrôle de ces enfants, déjà leurs rivaux, qui n'écoutent plus du tout les opinions informes de leurs parents et sourient de leur échec flagrant, méprisent non sans raison leur origine et se sentent bien davantage les fils du spectacle régnant que de ceux de ces domestiques qui les ont par hasard engendrés. Ils se rêvent les métis de ces nègres-là. Derrière la façade du ravissement simulé, dans ces couples comme entre eux et leur progéniture, on n'échange que des regards de haine. Cependant, ces travailleurs privilégiés de la société marchande accomplie ne ressemblent pas aux esclaves en ce sens qu'ils doivent pourvoir eux-mêmes à leur entretien. Leur statut peut être plutôt comparé aux servages parce qu'ils sont exclusivement attachés à une entreprise et à sa bonne marche, quoique sans réciprocité en leur faveur, et surtout parce qu'ils sont étroitement astreints à résider dans un espace unique, le même circuit des domiciles, bureaux, autoroutes, vacances et aéroports toujours identiques.
Mais ils ressemblent aussi aux prolétaires modernes par l'insécurité de leurs ressources, qui est en contradiction avec la routine programmée de leurs dépenses, et par le fait qu'il leur faut se louer sur un marché libre sans rien posséder de leurs instruments de travail, par le fait qu'ils ont besoin d'argent. Il leur faut acheter des marchandises et l'on a fait en sorte qu'ils ne puissent garder de contact avec rien qui ne soit une marchandise. Mais où pourtant leur situation économique s'apparente plus précisément au système particulier du péonnage, c'est en ceci que cet argent autour duquel tourne toute leur activité, on ne leur en laisse même plus le maniement momentané. Ils ne peuvent évidemment que le dépenser, le recevant en trop petite quantité pour l'accumuler. Mais ils se voient en fin de compte obligés de consommer à crédit, et l'on retient sur leur salaire le crédit qui leur est consenti, dont ils auront à se libérer en travaillant encore. Comme toute l'organisation de la distribution des biens est liée à celle de la production et de l'État, on rogne sans gêne sur toutes leurs rations, de nourriture comme d'espace, en quantité et en qualité. Quoique restant formellement des travailleurs et des consommateurs libres, ils ne peuvent s'adresser ailleurs, car c'est partout que l'on se moque d'eux. Je ne tomberai pas dans l'erreur simplificatrice d'identifier entièrement la condition de ces salariés du premier rang à des formes antérieures d'oppression socio-économique. Tout d'abord parce que, si l'on met de côté leur surplus de fausse conscience et leur participation double ou triple à l'achat des pacotilles désolantes qui recouvrent la presque totalité du marché, on voit bien qu'ils ne font que partager la triste vie de la grande masse des salariés d'aujourd'hui. C'est d'ailleurs dans l'intention naïve de faire perdre de vue cette enrageante trivialité que beaucoup assurent qu'ils se sentent gênés de vivre parmi les délices alors que le dénuement accable des peuples lointains. Une autre raison de ne pas les confondre avec les malheureux du passé
c'est que leur statut spécifique comporte en lui-même des traits indiscutablement modernes. Pour la première fois dans l'histoire, voilà des agents économiques hautement spécialisés qui, en dehors de leur travail, doivent faire tout eux-mêmes. Ils conduisent eux-mêmes leur voiture et commencent à pomper eux-mêmes leur essence, ils font eux-mêmes leurs achats, ou ce qu'ils appellent de la cuisine, ils se servent eux-mêmes dans les supermarchés comme dans ce qui a remplacé les wagons-restaurants. Sans doute leur qualification très indirectement productive a-t-elle été vite acquise. Mais ensuite, quand ils ont fourni leur quotient horaire de ce travail spécialisé, il leur faut faire de leurs mains tout le reste. Notre époque n'en est pas encore venue à dépasser la famille, l'argent, la division du travail. Et pourtant, on peut dire que pour ceux-là déjà, la réalité effective s'en est presque entièrement dissoute dans la simple dépossession. Ceux qui n'avaient jamais eu de proie l'ont lâché pour l'ombre. Take me in your arms before you take your love away. Take me in your arms before we part. Let me thrill again to your caress of yesterday. Let me feel again my hungry heart. 1 hour of gladness that we knew in the past. 1 moment's madness, although it be the last. Oh, hold me fast, oh, blind me with your charms, with all the stardust in the sky. Take me in your arms, and then goodbye. 1 hour of gladness that we knew in the past. 1 moment's madness, although it be the last. Hold me fast and blind me with your charms, with all the stardust in the skies. Take me in your arms, and then I said, and then Lord, 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 goodbye. Le caractère illusoire des richesses que prétend distribuer la société actuelle, s'il n'avait pas été reconnu en toutes les autres matières, serait suffisamment démontré par cette seule observation que c'est la première fois qu'un système de tyrannie entretient aussi mal ses familiers, ses experts, ses bouffons. Serviteurs surmenés du vide, le vide les gratifie en monnaie à son effigie. Autrement dit, c'est la première fois que des pauvres croient faire partie d'une élite économique malgré l'évidence contraire. Non seulement ils travaillent, ces malheureux spectateurs, mais personne ne travaille pour eux, et moins que personne les gens qu'ils payent. Car leurs fournisseurs mêmes se considèrent plutôt comme leurs contremaîtres, jugeant s'ils sont venus assez vaillamment au ramassage des ersatz qu'ils ont le devoir d'acheter. Rien ne saurait cacher l'usure véloce qui est intégrée dès la source, non seulement pour chaque objet matériel, mais jusque sur le plan juridique dans leurs rares propriétés. De même qu'ils n'ont pas reçu d'héritage, ils n'en laisseront pas.
faudrait-il prouver par des images? Rien n'est jamais prouvé que par le mouvement réel qui dissout les conditions existantes, c'est-à-dire l'organisation des rapports de production d'une époque et les formes de fausses consciences qui ont grandi sur cette base. On n'a jamais vu d'erreur s'écrouler faute d'une bonne image. Celui qui croit que les capitalistes sont bien armés pour gérer toujours plus rationnellement l'expansion de son bonheur et les plaisirs variés de son pouvoir d'achat reconnaîtra ici des têtes capables d'hommes d'État. Et celui qui croit que les bureaucrates staliniens constituent le parti du prolétariat verra là de belles têtes d'ouvriers. Les images existantes ne prouvent que les mensonges existants. Il n'est pas si naturel qu'on voudrait bien le croire aujourd'hui d'attendre de n'importe qui, parmi ceux dont le métier est d'avoir la parole dans les conditions présentes, qu'il apporte ici ou là des nouveautés révolutionnaires. Une telle capacité n'appartient évidemment qu'à celui qui a rencontré partout l'hostilité et la persécution, et non point les crédits de l'État. Et même, plus profondément, quelle que soit la complicité générale pour faire le silence là-dessus, on peut affirmer avec certitude qu'aucune réelle contestation ne saurait être portée par des individus qui, en l'exhibant, sont devenus quelque peu plus élevés socialement qu'ils ne l'auraient été en s'en abstenant. Tout cela ne fait qu'imiter l'exemple bien connu de ce florissant personnel syndical et politique toujours prêt à prolonger d'un millénaire la plainte du prolétaire, à seule fin de lui conserver un défenseur. Les théories ne sont faites que pour mourir dans la guerre du temps. Ce sont des unités plus ou moins fortes qu'il faut engager au juste moment dans le combat et, quels que soient leurs mérites ou leurs insuffisances, on ne peut assurément employer que celles qui sont là en temps utile. De même que les théories doivent être remplacées parce que leurs victoires décisives, plus encore que leurs défaites partielles, produisent leur usure. De même, aucune époque vivante n'est partie d'une théorie. C'était d'abord un jeu, un conflit, un voyage. On peut dire de la Révolution aussi ce que Jomini a dit de la guerre, qu'elle n'est point une science positive et dogmatique, mais un art soumis à quelques principes généraux et plus que cela encore, un drame passionné. Naked but for her tanned hide.
also quite mindful of two masters, for all its pomp and span. Though keeping to the wings, later giving them up, it serves the lion, and it leaves the lamb. Ah, it leaves the lamb. Quelles sont nos passions et où nous ont-elles menés? Les hommes, le plus souvent, sont si portés à obéir à d'impérieuses routines que, lors même qu'ils se proposent de révolutionner la vie de fond en comble, de faire table rase et de tout changer, ils ne trouvent pas pour autant anormal de suivre la filière des études qui leur sont accessibles, et puis ensuite d'occuper quelques fonctions ou de s'adonner à divers travaux rémunérés qui sont au niveau de leurs compétences ou même un peu au-delà. Voilà pourquoi ceux qui nous exposent diverses pensées sur les révolutions s'abstiennent ordinairement de nous faire savoir comment ils ont vécu. D'autres sont capables d'orienter et de mesurer le cours de leur passé selon leur élévation dans une carrière, l'acquisition de diverses sortes de biens, ou parfois l'accumulation d'ouvrages scientifiques ou esthétiques qui répondaient à une demande sociale. Ayant ignoré toute détermination de cette sorte, je ne revois, dans le passage de ce temps désordonné, que les éléments qui l'ont effectivement constitué pour moi, ou bien les mots et les figures qui leur ressemblent. Ce sont des jours et des nuits, des villes et des vivants, et au fond de tout cela, une incessante guerre. Diverses époques ont eu ainsi leurs grands conflits, qu'elles n'ont pas choisis, mais où il faut choisir son camp. C'est l'entreprise d'une génération, par laquelle se fondent ou se défont les empires et leurs cultures. Il s'agit de prendre Troie ou bien de la défendre. Ils se ressemblent tous par quelques côtés, ces instants où vont se séparer ceux qui combattront dans des camps ennemis et ne se reverront plus. C'est un beau moment que celui où se met en mouvement un assaut contre l'ordre du monde. Dans son commencement presque imperceptible, on sait déjà que, très bientôt, et quoi qu'il arrive, rien ne sera plus pareil à ce qui a été.
C'est une charge qui part lentement, accélère sa course, passe le point après lequel il n'y aura plus de retraite, et va irrévocablement se heurter à ce qui paraissait inattaquable, qui était si solide et si défendu, mais pourtant destiné aussi à être ébranlé et mis en désordre. Elle est devenue ingouvernable, cette terre gâtée où les nouvelles souffrances se déguisent sous le nom des anciens plaisirs, et où les gens ont si peur. Ils tournent en rond dans la nuit et ils sont consumés par le feu. Ils se réveillent effarés et ils cherchent en tâtonnant la vie. Le bruit court que ceux qui l'expropriaient l'ont pour comble égaré. Voilà donc une civilisation qui brûle, chavire et s'enfonce tout entière. Et moi, que suis-je devenu au milieu de ce désastreux naufrage que je trouve nécessaire, auquel on peut même dire que j'ai travaillé, puisqu'il est assurément vrai que je me suis abstenu de travailler à quoi que ce soit d'autre. C'était déjà l'aube de cette fatigante journée que nous voyons finir, quand le jeune Marx écrivait à Rouget « Vous ne me direz pas que j'estime trop le temps présent, et si pourtant je n'en désespère pas, ce n'est qu'en raison de sa propre situation désespérée qui me remplit d'espoir. »
très étrange, parce que ce livre, en fait, il en dit long sur une pathologie. Parce qu'il nous parle du spectacle comme s'il n'y avait pas eu d'histoire. Il y a l'histoire. Napoléon. Napoléon, c'était le spectacle. Bon, et alors attends, attends, 30 secondes. 30 secondes. Louis XIV, c'était le spectacle. Alors tout ça est gommé. On n'a pas lu le même livre. On n'a pas lu le même. On n'a pas lu le même. Tout ça est gommé. Alors il satanise le spectacle qui serait censé... il satanise le spectacle qui serait censé tout falsifier, qui serait censé régner tout seul. Il nous explique... Attends, je suis en train de... Mais non, parce qu'il nous raconte un autre livre. C'est le livre que j'ai lu. Je veux dire, je peux prendre des extraits. Il nous explique que le secret se généralise, alors que j'ai l'impression qu'on entre dans une société de plus en plus transparente. Il nous dit que l'histoire disparaît. Pourquoi nous dit-il que l'histoire disparaît? C'est simplement parce que l'histoire ne va pas dans le sens qu'il souhaitait, de Pimet 68, c'est évident. Il nous dit que la vérité disparaît, comme si au cours des siècles, comme si depuis 2 millénaires, la vérité n'avait pas disparu. Elle est apparue un temps, elle est escamotée maintenant par un système économique, vous oubliez le système économique. Last but not least, il nous dit que la démocratie est en train de se détruire. Eh bien, il dit ça, j'ai lu ce livre, alors que j'ai l'impression que la révolution démocratique est en marche partout. Il suffit de voir ce qui se passe, d'ouvrir ces journaux, de lire ces journaux. De notre époque. C'est-à-dire la Yougoslavie, l'Algérie, le Chili, etc. C'est-à-dire que M. Debord a écrit un livre très intéressant, mais il n'a pas lu les manuels historiques, et puis il ne dit pas les journaux. Alors il ne lit pas les journaux. Et alors, il explique... D'accord, Gilles Vermel, la version de... Et alors, attends, pour terminer, il explique tout par une gigantesque conspiration. C'est-à-dire alors là, c'est la faiblesse du livre. Ça, c'est tout à fait. Il y a des conspirateurs. C'est tout à fait la faiblesse du livre. Mais moi, je voulais donner... Il y a un côté parano qui voit une conspiration partout. Le fond de ma pensée, pourquoi ce livre talentueux, quoique légèrement jargonneur, je ne l'aime pas. C'est qu'en fait, d'une certaine manière, il ne le dit pas, mais il légitime la violence. Il légitime la violence parce qu'il est en train de nous expliquer que le monde de conspiration dans lequel on s'installe est épouvantable, qu'il n'y a pas de démocratie, et donc effectivement, pourquoi ne pas... Bon, eh bien, c'est ça que j'accepte pas dans ce livre, j'accepte pas. When I was young and had one life, fighting about things I saw. Kid who tells another kid is a dead kid. It's a sad, sorry fucking day. Things have changed another way. Have to watch what you say. Can't speak out, your phone is bugged. Can't buy out, give you drugs. Land of the free, that's what they think. Home of the slave, nation of things. Walls of early hills have eyes for blood ground, so you're like, bro, lose your soul. Strong people have a mercy. Now you better join them up the bunker level. Surveillance of the fittest. I don't need a reason to commit this treason. Need excuse for my exodus. I'm being eastless to my please. I wanna be set free. From it, be quiet about things as a man who tells another man is a dead man. Nation thinks